Bien, écoutez, nous arrivons au terme de cet après-midi et avant de commencer mon intervention, je voudrais remercier évidemment très chaleureusement Philippe Varin et Jean-Philippe Puig pour le brillant exposé qu'ils viennent de nous faire, qui permet aussi de montrer que la transition, pour nous agriculteurs qui avons parfois le sentiment que nous sommes dans une citadelle assiégée, c'est aussi un enjeu majeur dans d'autres domaines et on voit que la durabilité se pose partout. Et finalement, quand j'entends vos propos, Philippe, je me dis que l'agriculture a bien des atouts à faire valoir et que dans ce challenge collectif que nous avons à relever, nous aurons évidemment bien des atouts, encore une fois, à faire valoir. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, chers agriculteurs et amis de la filière, pour la troisième fois depuis que nous avons instauré ce rendez-vous, je prononce devant vous le discours de clôture des rencontres Oléopro pour faire la synthèse des riches discussions de la journée où chacun des acteurs de la filière, de nos partenaires, de nos intervenants, a pu exprimer son regard sur les enjeux que nous avons en partage. Ces rencontres sont une respiration singulière et nécessaire parce qu'elles sont l'occasion d'échanger ensemble d'abord, mais aussi parce qu'elles nous permettent de donner à voir toute la vitalité de notre filière. Entreprendre, innover, investir, imaginer des solutions et les mettre en œuvre pour nos agriculteurs, pour nos partenaires, nos collaborateurs, nos clients. Voilà notre socle commun et l'intérêt de notre modèle qui donne du sens à notre action. Je vous remercie de votre présence, Monsieur le Ministre, et espère que vous aurez pu cerner, grâce à ces prises de parole successives, l'importance qu'il y a à travailler toujours plus ensemble. Cette année, et je n'aurais jamais cru avoir à prononcer face à vous pareils mots, la guerre est aux portes de l'Europe. Cette guerre a déstabilisé profondément la géopolitique de nos métiers, qui sortaient tout juste de la pandémie. Je ne vous redis pas ce que vous avez déjà tous bien en tête, l'invasion en février, la place prépondérante de la Russie et de l'Ukraine sur l'échiquier international des Oléopro, l'envolée puis l'instabilité des prix des marchés, la tension d'approvisionnement et le spectre de la pénurie. Vous connaissez l'année si unique que nous avons passée et je veux avant tout avoir une pensée pour le peuple ukrainien et plus particulièrement pour ces agriculteurs qui continuent à travailler leurs terres dans des conditions que personne ne devrait connaître. Je veux également insister sur ce que nous rappelle avec force la guerre. Certains utilisent l'alimentation et l'énergie comme des armes. Celui qui a perdu la maîtrise de son agriculture est à la merci du chantage. De longue date, la filière des oléoprotéagineux a intégré cette dimension stratégique de l'agriculture qui la place au cœur du jeu des puissances. Rappelons-nous que nous sommes nés du tumulte géopolitique en pleine guerre froide en réponse à l'embargo américain sur le soja. Depuis les années 70, sous l'impulsion des producteurs réunis au sein de la GPO, avec le Cétium, la création de l'UNIP et de l'Onidol, puis la naissance de Sofiproteol en 1983, nos filières n'ont eu de cesse d'alerter sur la criticité de notre dépendance aux protéines importées. Cette obsession a porté ses fruits, et la France est aujourd'hui le pays d'Europe qui dépend le moins des importations de matières riches en protéines. C'est bien de cet enjeu de souveraineté qu'est né notre modèle de filière organisé aujourd'hui autour des acteurs que je vous cite: la FOP, la Fédération des producteurs d'oléagineux et de protéagineux, qui regroupe les producteurs à l'origine de la filière et portée par un syndicalisme à vocation économique, dont nous avons parlé ce matin, attaché à la valorisation des productions et à la construction des débouchés de demain. Notre interprofession, Terre Univia, dont je veux saluer le nouveau président, Benjamin Lamère, et remercier celui dont il prend le relais, Antoine Orion, qui reste engagé au sein de notre filière. Notre institut technique, Terre Innovia, pleinement mobilisé pour accompagner les agriculteurs et les transitions. Avril, notre acteur industriel et financier qui, à l'aube de ses 40 ans, a choisi de réaffirmer son pouvoir d'agir et sa modernité toujours vérifiée à travers l'expression de sa raison d'être que Jean-Philippe a rappelé, servir la terre. Et ces choix stratégiques portent leurs fruits. Nos partenaires de toute nature, enfin, qui accompagnent chaque jour la marche de la filière. Je veux notamment mettre en avant l'engagement des coopératives et des négociants qui assurent le maillage du terrain et ont prouvé leur grande résilience à travers chacune des crises subies. Je l'ai dit, nous sommes au cœur de la souveraineté alimentaire, mais nous contribuons aussi à la souveraineté énergétique, avec l'invention, puis l'essor d'une filière d'énergie renouvelable stratégique
qui réduit depuis 30 ans notre dépendance aux énergies fossiles. Les biocarburants sont une chance en ce que chaque litre d'ester que nous incorporons est un litre de gasoil que nous n'importons pas des pays producteurs, à commencer par la Russie. Ces biocarburants coproduisent une protéine durable de proximité. Avec Oléo 100, nous avons même créé une énergie radicalement départie du fossile, produite à 100% à base de colza français, qui réduit de 60% les émissions de gaz à effet de serre des flottes captives. Je veux me féliciter avec vous de son succès manifeste auprès des transporteurs et des collectivités qui ont parfaitement compris la vertu d'une énergie ainsi inscrite au cœur des territoires. La fin annoncée des moteurs thermiques conduira immanquablement à la réduction des ressources en batteries et en métaux rares nécessaires à l'électrification. Comme vient de le souligner Philippe Varin, que je remercie à nouveau, les biocarburants, levier immédiatement disponible de décarbonation de nos mobilités, seront une partie de la solution sur Terre, mais aussi dans les airs. L'atteinte des ambitions climatiques fortes que notre pays et notre continent se sont données passera par une addition des bonnes solutions, pas par la rivalité que certains voudraient orchestrer. Nous avons besoin de votre appui, Monsieur le Ministre, pour conforter le rôle de la filière dans la décarbonation du secteur aérien. Tout cela concerne l'aval de nos productions, dont les choix stratégiques structurants se trouvent validés les uns après les autres par la marche du monde. Je me réjouis de constater que nos débouchés sont le théâtre d'une innovation dynamique quand nous inventons les protéines de colza pour l'alimentation humaine ou quand nous trouvons un moyen de coller les panneaux de bois grâce à nos tourteaux sans résine pétrosourcée. Nous serons force de proposition pour contribuer à l'élaboration de politiques publiques qui permettent le développement des produits biosourcés, notamment dans la commande publique. S'agissant de l'amont de nos filières, et après une campagne 2021 moribonde, je veux, avec vous, me réjouir de constater que les productions de colza ont bondi cette année, avec des rendements records. L'engagement des producteurs à semer du tournesol a également permis une bonne récolte en dépit de la sécheresse printanière et estivale. Il faut savoir le dire sans détour, 2022 sera au global une bonne année pour les oléagineux. C'est une belle récompense pour le colza en particulier, une tête de rotation aux vertus nombreuses qui couvre longtemps le sol, abrite une biodiversité riche et nourrit les abeilles. Je fonde l'espoir que la dynamique baissière des dernières années puisse être structurellement enrayée, même s'il nous faudra rester vigilants, les prix ont largement contribué à cette embellie. Ces réjouissances sont pour certains une bouffée d'air, mais la météo de nos métiers n'est pas pour autant au beau fixe. Les oléoprotagineux sont certes globalement en avance sur les objectifs définis dans les plans de filière au moment des États généraux de l'alimentation, mais cela cache des situations très disparates. La situation devient critique pour les protéagineux, qui risquent d'être rayés de la carte agricole française. Ce serait une aberration au regard des efforts collectifs déjà déployés dans le cadre du plan de protéines et des multiples atouts agronomiques de ces cultures. Des réflexions collectives ont déjà été initiées, mais il nous faut désormais en venir aux actes, notamment grâce à des financements publics ou privés, pour renforcer la recherche de nouvelles variétés de protéagineux adaptées au contexte pédoclimatique et à la demande qualitative. Monsieur le ministre, nous vous avons déjà alerté sur ce sujet. Serez-vous avec nous au rendez-vous de la relance des protéagineux? L'été que nous venons de passer nous rappelle avec force l'enjeu de la gestion de l'eau. Après le Varenne de l'eau et du changement climatique, il faut résolument avancer sur le déploiement des projets. Bien sûr, ces investissements devront aller de pair avec un travail de fond sur nos assolements, sur la sélection des variétés, sur les outils techniques pour apporter l'eau précisément là où il y en a besoin, quand il y en a besoin. Tout cela est indispensable et nous y sommes engagés. Puisque certains veulent nier les évidences, je suis obligé de le redire une nouvelle fois, il n'y a pas d'agriculture sans eau. C'est une question de production et de souveraineté alimentaire. L'équation est donc relativement simple, Monsieur le Ministre. Si l'on veut continuer à produire en France, il faut régler le sujet du stockage de l'eau. Il s'agit pour moi d'un sujet central qui doit s'inscrire dans le cadre de la planification écologique sur laquelle s'est engagé le gouvernement. Cette inquiétude sur le changement climatique et ses effets appelle également une meilleure prise en compte des aléas en agriculture. Nous pouvons nous féliciter de l'adoption de la réforme des outils de gestion des risques, dont la mise en œuvre
efficace doit maintenant mobiliser tous les acteurs autour de la table. Il faudra que chacun agisse en responsabilité, notamment pour faire connaître ces dispositifs souvent complexes auprès des agriculteurs. La hausse des coûts de l'énergie, qui préoccupe à raison chacune et chacun de nos concitoyens, impacte aussi très violemment nos métiers. Nous alertons sur ce danger depuis des mois. Il est inconcevable que l'agriculture et l'agroalimentaire ne soient pas protégés face à ces hausses vertigineuses qui laissent exploitants et industriels face à un mur. Nos voisins européens agissent en ordre dispersé avec les distorsions de compétitivité que cela induit. Sans plan d'accompagnement digne de ce nom et urgemment déployé, nous allons au-devant de ruptures d'approvisionnement du marché intérieur. Toutes les chaînes de valeur sont fragilisées, elles d'où nous vantions encore la résilience lors de la crise sanitaire. Ce coup pourrait être fatal à de nombreuses entreprises. En lien avec le dossier énergétique, je voudrais aussi alerter autour du sujet urgent qu'est la fertilisation. Nos engrais étaient russes ou produits à partir de gaz russe. Ils sont donc aujourd'hui très chers quand ils ne sont pas physiquement inaccessibles. Il nous faudra réinventer des modèles. Pour cela, il nous faudra la volonté politique ferme de maintenir en France des capacités de production de fertilisation azotée et créer les conditions pour enclencher un verdissement massif de ces filières avec du biogaz ou de l'hydrogène renouvelable. Outre l'enjeu évident de souveraineté qu'il y a à maîtriser notre production d'engrais, il en va de notre capacité à opérer la transition de notre agriculture vers le bas carbone. Sur le plan réglementaire également, nous avons besoin de pragmatisme concernant les déclinaisons régionales des nouveaux programmes d'action nitrate. Car l'agroécologie, il y a ceux qui en parlent et ceux qui veulent la mettre en pratique. Leverez-vous, Monsieur le Ministre, le verrou réglementaire pour permettre le bon sens écologique et l'utilisation d'azote sur les colzas à l'automne. Je l'ai dit, la sélection variétale aura sa part à jouer pour trouver des variétés moins consommatrices d'eau, pour utiliser moins de produits phytosanitaires et pour sortir des impasses techniques. Il est crucial avant tout de sortir des discours caricaturaux. Bien sûr, il ne s'agit pas d'attendre les bras croisés une innovation messianique qui nous épargnerait tout effort plus prononcé. La panacée n'existe pas quand il s'agit du vivant. Mais la logique inverse est tout aussi délétère. Qui voudrait nous enfermer dans des pratiques réputées bonnes en faisant fi du concours que peuvent nous apporter les scientifiques? Les nouvelles techniques de sélection bien encadrées devront prendre leur part de ce mouvement. Je veux vous dire, Monsieur le Ministre, que le secteur tout entier, et notamment l'Institut technique, Terra Innovia, est prêt à contribuer à la conception et au portage d'un programme d'investissement ambitieux dans le cadre de France 2030. Il s'agit de faire de la France un leader du secteur et de nos filières un laboratoire de progrès. Nous serons toujours du côté du progrès face à l'obscurantisme. L'obscurantisme, nous y avons été confrontés, Monsieur le Ministre, plusieurs fois lors de l'année écoulée. Certes, il faut entendre les demandes des consommateurs, des citoyens, de la société civile et en faire des forces de transformation de nos métiers. Créer les conditions du dialogue est nécessaire. Mais, Monsieur le Ministre, sachez-le, nous ne pourrons pas réconcilier l'irréconciliable. Comment dialoguer quand la contradiction prend la forme d'une embuscade tendue à un train de céréales en pleine tension sur les stocks mondiaux? Comment dialoguer quand les membres d'un syndicat qui se dit agricole, aveuglés par une idéologie décroissante, en viennent à cautionner la destruction du travail d'autres agriculteurs à Sainte-Soline ou ailleurs? En matière alimentaire, je veux vous le dire, le militantisme ne peut pas être un vandalisme. Je veux profiter de cette tribune pour remercier à l'inverse celles et ceux qui, depuis 3 ans, ont tenu à bout de bras nos filières. L'engagement des agriculteurs a été remarquable malgré toutes les incertitudes. Je veux aussi saluer les travailleurs de la première et de la deuxième ligne qui n'ont pas compté leurs heures pour consolider la sécurité alimentaire des Français. Dans un paysage politique parlementaire radicalisé jusqu'à la caricature, le syndicalisme agricole s'impose comme un pôle de stabilité de la vie publique. Avril et son écosystème, c'est la forme aboutie du syndicalisme à vocation économique. Une démonstration du capitalisme responsable ancré sur une vision de long terme, sans retour direct de dividendes et qui conçoit la valeur comme un moyen et non comme une fin.
Pour concrétiser cette vision de l'agriculture, c'est ma certitude, nous aurons résolument besoin d'Europe. L'Europe, qui doit être avant tout un projet agricole à l'échelle du continent et vers le monde, plutôt qu'une structure technocratique incapacitante. Nous saluons la réforme de la politique agricole commune en ce qu'elle permettra de mieux prendre en compte les spécificités des oléopros, tout en accompagnant des voies ambitieuses de transition environnementale. Nous devons consacrer les mois qui viennent à donner corps aux programmes opérationnels protéines, dont je sais qu'ils s'inscriront parfaitement bien avec notre organisation en filière. Enfin, parce que l'Europe doit aussi nous protéger, nous regrettons que le projet de clause miroir que portait votre prédécesseur n'ait pu aboutir malgré la volonté forte affichée sous présidence française. L'agenda politique communautaire a été chamboulé, mais il nous faudra remettre ce sujet décisif sur la table pour nous prémunir de la concurrence déloyale importée. Toujours au-delà de nos frontières, un mot également du développement international des oléoprotéagineux. Étant donné les risques qui planent sur la sécurité alimentaire mondiale, il est plus urgent que jamais de mettre nos expertises dans la structuration des filières au service des souverainetés nationales des pays qui en ont besoin. Je me réjouis par exemple du travail mené par Agropole au Maghreb, où les rencontres Maghreb-oléagineux ont été l'occasion d'un vrai partage des bonnes pratiques au-delà des frictions diplomatiques que parcourt la zone. L'action de la Fondation Avril également prend corps en Afrique sur plusieurs sujets audacieux et partagés. L'agriculture rapproche les peuples. La souveraineté, ça n'est pas l'autarcie, Monsieur le Ministre, ni ici, ni ailleurs. Je veux aussi avoir une pensée spécifique pour les filières d'élevage qui, pour certaines d'entre elles, sont en difficulté. Leur survie est l'affaire de tous. Sans élevage, point de prairies permanentes, puits de carbone, point d'activité dans les zones de montagne. Face au constat que l'élevage serait un important émetteur de gaz à effet de serre, certains pays voisins ont choisi le déclin pour posture en annonçant et programmant des diminutions progressives de leur cheptel. Ne nous leurrons pas. Pareille politique ne va pas sauver le climat, elle va livrer toujours davantage nos assiettes aux importations. À la décapitalisation, Monsieur le Ministre, nous préférons la décarbonation. Nos filières seront force de proposition pour enclencher dans nos étables la révolution du bas carbone. Cette transition implique des investissements importants que les éleveurs ne pourront pas financer sans signe favorable et des accompagnements conséquents. Sanders a pris ses responsabilités en débloquant un plan de 6 millions d'euros pour durabiliser et moderniser les outils de production, ainsi que pour installer des jeunes agriculteurs. Nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, pour orchestrer la convergence des efforts publics et privés. Il est temps de sonner la mobilisation générale pour l'élevage français. Il est beaucoup question ces derniers temps de la et je veux dire aussi qu'il est beaucoup question ces derniers temps de la réindustrialisation de la France. Mais un pays qui a besoin de se réindustrialiser aujourd'hui est contraint de constater qu'il s'est trompé hier. Nous avons voulu croire en une industrie sans usine, en une valeur ajoutée sans travailleurs. En l'espace de près de 30 ans, nous avons récolté la déprise technologique et commerciale, le chômage de masse, l'érosion de notre modèle social et des solidarités rurales. Les industries agroalimentaires sont peut-être celles qui ont le mieux résisté, mais leur compétitivité s'étiole aussi, et nos voisins sont nombreux à nous passer devant. Nous prendrons résolument notre part de la bataille qui s'annonce pour notre industrie. Simplement, s'il nous faut la mener aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons perdue une première fois. Ne laissons pas notre agriculture glisser sur la même pente que notre industrie. À force de l'avouer au vent mauvais des sceptiques et des déclinistes, le scepticisme se généralise et le déclin s'amorce. Les indicateurs nous le montrent, le rapport du Sénat nous le montre également. Mais le déclin ne doit pas être une prophétie autoréalisatrice. La politique agricole n'a pas besoin d'incantation, elle a besoin, Monsieur le Ministre, d'incarnation. Récemment, vous avez résumé votre action dans le cadre d'une récente interview à la France agricole en indiquant qu'il s'agissait de gérer les crises et de tenter de se projeter. Monsieur le Ministre, je vous le demande parce que c'est important pour nous, où pointe votre boussole? Où voulez-vous nous projeter? Quelles suites seront données au plan protéines qui est désormais au cœur des tensions géopolitiques? Alors que les crises successives valident nos constats les uns après les autres, nous avons besoin de mieux cerner les grands jalons de votre action. Pour ma part, l'objectif est clair. La France doit se donner pour ambition de devenir la première puissance durable du monde, agricole durable du monde.
Première au sens de pionnière, parce qu'aucune nation n'a encore pleinement réconcilié développement et durabilité. Première aussi au sens de leader, parce que je n'ai pas peur de le dire, l'agriculture est une question de puissance. Ouvrons les yeux et regardons en face nos atouts. Rien n'est tout à fait impossible à un pays qui comporte à la fois la Bretagne et l'Aubrac, le blé de sa baguette et le lait de ses fromages, à la fois les bananeraies antillaises et la richesse maritime de la deuxième plus grande zone économique exclusive du monde. Je veux enfin avoir une pensée pour tous les jeunes qui se lancent dans cette belle aventure qu'est l'agriculture. Vous vous préparez à la plus belle activité qui soit, la manufacture du vivant. Trop longtemps, nous avons présenté nos métiers comme des tâches sacrificielles et des passions destructrices. La vocation n'impose pas le sacrifice. Il est possible de nos jours en France d'être un agriculteur à l'aise dans son époque, de mener une vie de famille et aussi une vie d'engagement. Car tout agriculteur, tout paysan est d'abord un citoyen engagé. Contribuer à la souveraineté alimentaire et prendre sa part du combat climatique, voilà un noble et concret moyen de servir son pays. Chers amis, ces rencontres furent l'occasion d'un tour de plaine de nos filières oléagineuses et protéagineuses. Nous comprenons tous combien leurs atouts sont nécessaires pour construire les souverainetés et accélérer les transitions. J'ai vu aujourd'hui beaucoup d'énergie positive et d'émulation. Je sais pouvoir compter sur vous pour bâtir sur cette dynamique au bénéfice de la ferme France. Alors ensemble, soyons fiers du travail entrepris et poursuivons notre action. Merci beaucoup.